Nous sommes avec Victor Perazzi de la société Les Autonomies Planeurs. Bonjour Victor. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter et présenter les Autonomies Planeurs? Je m'appelle donc Victor Perazzi, j'ai 33 ans. J'ai derrière moi un parcours de direction d'établissement, notamment EHPAD et SSR. Et je suis arrivé dans ce parcours-là parce que depuis que je suis assez jeune, j'ai envie que les personnes âgées aient une belle fin de vie, qu'elles aient des choses assez sympas à vivre. Je voulais être animateur en maison de retraite au début et j'ai d'ailleurs fait des stages là-dedans. Et puis, je me suis rendu compte que peut-être en étant directeur d'EHPAD, j'aurais encore plus d'opportunités de faire bouger les choses. Et je suis arrivé directeur d'EHPAD relativement jeune dans un groupe qui m'a fait confiance, au groupe Medica. Je me suis par contre rendu compte qu'au-delà de toutes les choses bien que je pouvais faire et la confiance qu'on m'a accordée, je n'ai pas réussi à régler un souci. Les personnes qui venaient nous voir pour trouver une place en maison de retraite, je me suis aperçu qu'elles venaient surtout en fait chercher du conseil qu'elles n'avaient pas trouvé avant. Moi, dans ma position, j'étais un peu embêté d'avoir une seule solution à leur proposer, la maison de retraite. Si bien soit-elle, éthiquement, je n'avais aucun problème à la proposer. Et puis moi, j'étais simplement aussi payé pour faire tourner l'établissement. Et donc, mon rêve un petit peu de jeunesse se brisait un peu à ce moment-là. Et j'ai décidé, après mûre réflexion, de laisser de côté ce métier-là pour en créer un nouveau qui viendrait en fait combler un petit peu les brèches qu'il y avait dans le système actuel. Alors, même s'il existe des CCAS, des pôles info seniors, un certain nombre d'assistantes sociales qui peuvent orienter à droite ou à gauche, tout le monde ne les trouve pas facilement, les identifie pas facilement. Et c'est compliqué pour tout un chacun de s'y retrouver ou peut-être même d'oser aller toquer à la porte d'un CCAS. Et aujourd'hui, la proposition que je fais, c'est de conseiller les personnes justement correctement, de les accompagner dans la mise en place des démarches et des bonnes solutions en cas de perte d'autonomie de leurs parents, au moment même où ils se posent la question est-ce qu'ils devraient aller en maison de retraite, à ce moment-là. Et ensuite, de les aider à coordonner la suite. Donc, on a un gros pan de coordination de la vie à domicile. Mais j'insiste sur le fait qu'à la base, on n'est pas un métier du domicile. On a un métier pour penser au plus près et on peut orienter les gens dans la meilleure solution. D'accord. En fait, tu et vous coordonnez, vous aidez la personne âgée ou la famille, les aidants ou les deux? C'est les deux. En fait, c'est vrai qu'on est un service d'aide aux aidants dans le sens où ce qu'on fait, on évite à l'aidant de le faire ou on aide l'aidant à le faire, mais notre service est directement auprès de la personne âgée. Donc, on ne souffle pas à l'oreille de l'aidant pour lui dire « il faut faire ça », mais simplement on lui dit voilà, dans le cadre de la prise en charge de l'accompagnement de vos parents, voilà ce qu'on vous propose de faire et on vous aide à le faire. Donc, c'est vraiment les deux. D'accord. Bon, par exemple, moi, imagine, moi j'ai 51 ans, ma maman a 82 ans, bon, tout va bien pour l'instant, mais on imagine que ce ne soit pas le cas. Je fais appel à tes services. Comment ça se passe? Quel est le processus que tu me proposes? D'abord, on se rencontre. Pour que moi, je présente justement ce nouveau métier d'autonomie planeur qui est nouveau, que les gens ne connaissent pas encore. Ça, c'est un premier challenge. Donc, j'explique ce qu'on peut faire. Surtout, j'essaie de comprendre quels sont les besoins et les envies aussi de ta maman et quelles sont toi aussi tes capacités d'intervenir dans cette organisation. Et je fais une proposition proposition de projet de vie qui va intégrer justement des réponses en fonction des objectifs qu'on aura pu citer voilà, qui peut amener à organiser les choses à domicile si c'est possible ou d'aller sur des solutions alternatives type la résidence-service, une maison de retraite pourquoi pas, ou de l'accueil familial ou de la cohabitation intergénérationnelle, etc. Ou bien d'autres solutions. Et ensuite, sur la base de ce projet de vie que je t'ai présenté à toi et ta maman et que vous allez me dire ok, ça on fait, ça on fait, ça on fait, ça pas trop chaud tout de suite, ben, nous on aide à le mettre en place. Et on prend vraiment tous les contacts, les rendez-vous, on met en lien avec des associations ou des agents d'aide à domicile, tous les services qu'il faut en fait, donc que je pourrais détailler plus tard. Et si c'est l'organisation d'une entrée en établissement, on fait un benchmarking de tout ce qui existe, une analyse en fonction des vrais besoins et de notamment la situation géographique, des prestations et du budget. Et ben on va faire des prévisites dans les établissements. Je tiens à ça parce que je suis assez bien placé pour savoir que la qualité d'un établissement, elle est difficile à maintenir et c'est difficile de se projeter sur des réputations. Une réputation, elle peut changer en bien ou en mal en 6 mois dans l'établissement en fonction de l'équipe de direction. Nous, systématiquement, on reprend des informations, on revisite et on revisite bien sûr avec les personnes en question. Mais je parle des EHPAD, mais ça peut être le cas pour des résidences-services ou d'autres types d'accueil. D'accord. Si on imagine qu'elle reste à domicile, quels sont les différents services, qu'on comprenne bien, quels sont les différents services que tu peux proposer? Alors,
dans le cadre de la mise en place des services, on peut proposer un très, très large panel de solutions. Et je te dirai après la solution que nous, en tant qu'autonomie planner, on peut apporter. D'abord, dans la mise en place, en fonction des besoins, on ira sur tous les services que peut proposer un SAD, un service d'aide à domicile. Donc, de l'aide à la préparation des repas, aux courses, de l'aide ménagère, de l'aide à la toilette, à l'habillage, à la vie, etc. On peut mettre en lien avec des sociétés de portage de repas, mais ça, c'est toujours fonction de si la personne a envie, si elle peut se faire réchauffer elle-même, etc. On peut mettre en lien avec, on peut réaliser l'aménagement du logement, la salle de bain ou autre type. Donc, mettre en lien avec des sociétés comme ça qui le font, ou des ergothérapeutes si on a besoin d'une analyse un peu plus fine du besoin, vraiment très spécifique. Par exemple, j'ai un monsieur qui est rentré d'hospitalisation, il est rentré sur ses jambes, il est ressorti en fauteuil. Ça dépassait ma compétence de pouvoir calculer sa capacité à se servir de sa cuisinière, les hauteurs, etc. Donc là, on a fait intervenir une ergothérapeute. D'accord. Et on s'est d'ailleurs occupé de solliciter les aides financières auxquelles pouvait avoir droit ce monsieur avec la mutuelle. On peut faire, et après, il y a tout ce qui est autour de la vie sociale, l'organisation d'activités, de retrouver des amis, de s'inscrire dans un club senior, de participer par exemple, faire du tri à Emmaüs ou Petit Frère des Pauvres, des activités caritatives, gérer la partie transport de tout ça. Et en fait, ce que va faire l'autonomie planner, donc ça, c'est un service que nous proposons et c'est ce que j'appelle la coordination, c'est gérer, être le chef d'orchestre de toute cette musique au quotidien quand la personne âgée ne peut pas le faire elle-même et quand l'aidant n'est pas sur place pour le faire ou alors qu'il n'a pas le temps ou qu'il n'a simplement pas envie d'être celui qui fait tout ça pour son papa, de pouvoir se concentrer sur les bons moments. Et du coup, nous, on propose vraiment la tenue de l'agenda pour faire simple, où en fonction des besoins de la personne, on l'aide à prendre ses rendez-vous. Si elle est allée chez le neurologue et ressort avec une prescription d'orthophonie et de kiné, eh ben, on se met en lien avec un orthophoniste et un kiné, on prend les rendez-vous, on organise le transport et on voit avec la personne si elle peut s'y rendre elle-même en bus, ce qui est faisable, ou si on doit organiser un accompagnement véhiculé ou une ambulance, etc. Et ça, c'est sur le champ médical et aussi sur le champ social, aider les gens à s'organiser pour retrouver des copains ou pour les autres activités dont je parlais tout à l'heure. Donc, en fait, ça va au-delà d'une intervention en one-shot, c'est le suivi sur la durée que la personne décide. C'est ça. En fait, ça peut être les deux. On a aussi des situations où ça s'est arrêté après le one-shot parce que finalement, ce qu'on mettait en place se suffisait en soi et les personnes âgées étaient elles-mêmes capables de le coordonner. Et c'est là où on va vraiment faire, je me rends compte aujourd'hui, la différence entre la dépendance physique et la dépendance cognitive. Quelqu'un qui est dépendant physiquement peut se sortir tout à fait de sa situation si on vient l'aider à faire ses courses, son repas et sa toilette pour faire simple. Et puis lui, il peut se charger de prendre les rendez-vous, faire venir son médecin, appeler ses filles, etc. Si la dépendance cognitive s'installe sur une maladie d'Alzheimer, Parkinson, etc., là, c'est plus compliqué. Parfois, les gens n'ont pas besoin d'énormément d'heures d'aide à domicile, par exemple, pour le ménage. J'ai un monsieur, par exemple, le premier que j'accompagne toujours, il peut se raser, il s'habille, il fait sa toilette. Enfin, voilà, il a des infirmières qui passent pour les médicaments, une auxiliaire de vie 3 fois par semaine pour de l'entretien, un peu l'aider au repas. Mais le reste du temps, il est autonome, il prend le bus tout seul. Simplement, il angoisse d'organiser tout seul son planning, il a toujours l'impression qu'il oublie quelque chose. Et sa famille, son fils qui habitait avec lui avant faisait ça, il a déménagé à Gap et il ne pouvait plus le faire. La famille m'a sollicité pour trouver une maison de retraite. En l'occurrence, on a mis en place plein de choses. Et pour lui, il a fallu mettre en place de la coordination en Suisse. Ça ne suffisait pas de mettre en place les choses. Il fallait vraiment, après, un chef d'orchestre pour lire la partition. D'accord. Et animer les musiciens. D'accord. Est-ce que le fait de rendre visite, ça fait aussi partie parce que quand on est aidant, il y a la partie organisation, etc., mais il y a aussi la partie l'aidant qui doit aller visiter, ou qui veut aller visiter sa personne, son parent âgé. Est-ce que Autonomie Planner va jusqu'à là? C'est en fait jusqu'à une présence physique ou proposer un service de présence physique? Alors, nous, c'est inclus dans notre prestation de coordination. On a différents niveaux d'implication dans la coordination, ce qui fait que dans certains services, on va se déplacer une fois par mois ou une fois par semaine. Globalement, tous les services qu'on accompagne, toutes les personnes qu'on accompagne, on vient une fois par semaine. On se rend compte que ceux qui ont besoin ont vraiment besoin. Et on vient une fois par semaine. C'est pas pour la partie conviviale. Évidemment, c'est très convivial et les gens sont contents de nous voir arriver parce qu'on crée un lien. Mais on y va pour voir, pour sentir au sens propre, au sens figuré, ce qui se passe dans la maison. Et puis, c'est rassurant pour la personne. Une personne qui a du mal à se coordonner,
ne se contente pas d'un coup de fil, même si ça n'empêche pas que le reste de la semaine, entre nos deux passages, on l'a au téléphone, on l'a même en FaceTime ou en WhatsApp, parce que c'est important pour elle à tel moment. Mais voilà, la visite, elle est nécessaire et incluse dans nos services. D'accord. Comment est-ce que tu fais pour référencer, enfin sélectionner, j'imagine, enfin trouver, sélectionner et référencer les différents services qui vont composer ton offre derrière? Alors, au début, je l'ai fait de manière assez artisanale en allant les voir un par un. Je pense le temps venant, maintenant, j'ai des gens qui nous sollicitent, donc c'est top. Et puis peut-être à terme encore, ce sera encore différent. Mais simplement, on se rencontre, on a besoin de se connaître, on discute, on échange. Donc moi, au début, j'ai fait un petit peu le tour de tous les services. Euh, et voilà, moi je leur demande d'adhérer à une charte de valeurs qu'on a mis en place parce que c'est important pour nous de conseiller des personnes qui sont bien. Oui, Et puis on se fie aussi à nos retours d'expérience. Voilà, une fois qu'on a mis en place des choses chez quelqu'un, quand ça se passe bien, on a envie de le répéter. C'est vrai que les premiers partenaires commencent à nous suivre aussi et c'est bien. C'est aussi les premiers qui nous ont fait confiance. Voilà. Et donc à terme, leur référencement se fera peut-être différemment, quoi. Autre question que moi j'ai tout de suite eu quand j'ai découvert en fait ton métier, c'est en fait les familles. Elles sont conscientes de ce dont elles ont besoin. En fait, elles sont conscientes conscientes que c'est difficile, qu'il faut organiser, qu'il faut chercher des aides, etc., etc. Mais à mon avis, on n'est pas conscient que ce métier existe. Mmh. C'est vrai. Donc en fait, il y a une demande, mais on ne sait pas. Bon, moi, je compare ton métier un petit peu à quand j'ai fait construire et puis que j'ai pris un architecte pour assistant à maître d'ouvrage. Ouais. Voilà. C'était un peu le même état d'esprit. Je voulais pas m'en occuper, je voulais bien vérifier que le travail soit bien fait, etc. Bon, bref, qu'on me calme. Mais là, les familles, en fait, alors, assistant de maître d'ouvrage, quand on fait construire, bon, là, je comprends, on comprend ce que ça veut dire. Mais là, les familles ne connaissent pas forcément ton métier. Comment est-ce que tu fais connaître ces métiers? Comment est-ce qu'elles arrivent à connaître ces différents métiers? Ça doit être une période assez difficile pour faire connaître ce métier qui est tout nouveau. Il y a une demande, j'imagine que la demande est assez claire, mais savoir qu'il y a un autonomie planeur qui existe, comment ça se passe? Ouais, c'est un gros challenge pour moi de communication. Il y a plusieurs phases. D'abord, c'est de me faire connaître auprès des prescripteurs qui sont les professionnels de santé, les médecins, infirmières, kinés, etc., qui eux rencontrent au quotidien des personnes âgées ou les enfants de ces personnes âgées qui disent c'est compliqué pour maman, on réfléchit à la maison de retraite. Moi, mon objectif, c'est de faire intégrer à ces personnes-là qu'il y a d'autres solutions qui puissent ensuite leur recommander. Ensuite, je fais un travail de communication directe par du flying, par de l'organisation de conférences, et ça, c'est vachement bien. Ça marche même super bien ici sur Aix, ou des conférences d'information, non pas sur mon métier, mais sur sur des sujets type les alternatives aux maisons de retraite, une conférence que j'ai faite il n'y a pas longtemps qui a beaucoup intéressé. Et les gens comprennent qu'on est un métier qui peut permettre d'ouvrir un petit peu le champ des possibles et du coup amener des solutions. Je travaille aussi pas mal sur les réseaux, sur Internet, en publicité, Facebook notamment, pour aller toucher les gens directement, ou par les réseaux sociaux pour les intéresser à nos sujets. Et puis derrière, l'idée, voilà, c'est de leur faire comprendre qu'il y a des choses. Et par exemple, un des angles en termes de communication, je disais tout à l'heure, quand les gens se posent la question de la maison de retraite, c'est le bon moment pour nous contacter. Et c'est donc moi, j'essaye d'être un petit peu là aussi à ce moment-là. Parce que je peux leur ouvrir les yeux sur, attendez, c'est peut-être un peu trop tôt. Moi, je l'ai vu en tant que directeur d'EHPAD. On croit toujours que les gens viennent trop tard en EHPAD. Bien sûr, il y en a qui viennent trop tard parce qu'il aurait été bien de réagir avant. En fait, souvent, ils viennent trop tôt. Ils viennent, on aurait pu organiser plein d'autres choses de manière alternative, tout aussi sympa, et sans dire que l'EHPAD n'est pas une bonne solution. Mais quand c'est trop tôt, c'est pas une bonne solution. Comment est-ce que, toujours dans la même idée, comment est-ce que tu fais pour que les familles, que les personnes qui te contactent aient confiance en toi? Sachant que c'est un métier qui est nouveau, sachant qu'on est dans des périodes, quand on essaie de tout organiser, on est dans des périodes où on est un peu chamboulé, on se pose beaucoup de questions, on a des doutes sur ce qu'on peut organiser, ce qui peut organiser, les avis différents. Comment est-ce que tu fais pour que les familles ou les personnes âgées aient confiance en toi?
Euh, Ça se fait assez naturellement, ça pour le coup. Et là, pour le coup, ça c'est pas trop un défi, quoi. Ça marche très bien quand les gens m'ont contacté. J'ai par exemple un super taux de transformation entre les gens qui me contactent que je vais voir et les gens qui acceptent d'être accompagnés par nous, malgré le prix dont on parlait tout à l'heure. La confiance, certainement qu'elle vient de mon expérience, de la manière dont je présente les choses, peut-être aussi de la personne. C'est un métier qui est humain et donc les gens sont aussi très sensibles à ça. Voilà, ça naît surtout de là, de la relation en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux étendre les autonomy planners, il va falloir que tu trouves des personnes qui ont ces mêmes fibres. Oui. Et ça va être un challenge, j'imagine. Oui, mais ça pareil, enfin, j'allais dire, c'est ce que j'adore, quoi. Moi, ça veut dire que c'est du management, c'est trouver les bonnes personnes qui s'entouraient, s'assurer qu'elles partagent les mêmes valeurs. Moi, j'ai publié des valeurs qui sont pas simplement du flanc marketing, quoi. C'est la gentillesse, la probité, la confiance et le respect. C'est des valeurs qui guident vraiment même les réflexions très stratégiques que je peux avoir au quotidien et qui, du coup, aussi sont des axes des piliers de discussion avec les personnes. Je suis en train de discuter en ce moment avec des personnes qui ont envie de déployer le métier dans leur ville. Clairement, c'est comme du recrutement, c'est-à-dire c'est un feeling entre deux personnes. Déjà, s'assurer que les compétences sont là, donc s'appuyer sur un diplôme, sur une expérience. Et puis, et ça fait déjà beaucoup parce que quand un autonomie planner a par exemple un passé d'infirmier, enfin, ou un diplôme d'infirmier, ou un diplôme de travailleur social avec de l'expérience ou autre titre de professionnel de santé, bah, c'est déjà un premier point de confiance sur lequel s'appuyer. Et puis évidemment, la qualité humaine est importante. D'accord. Comment est-ce que tu vas recruter des personnes pour l'avenir si on aborde ce sujet-là, des personnes enfin, est-ce que c'est facile à recruter ce type de personnes pour ce métier-là? Parce qu'encore une fois, c'est un métier qui n'est pas connu, ou en tout cas que certains vont le découvrir. Est-ce que c'est facile, difficile de recruter ce type de personnes et quel profil de personnes tu recherches? Pour l'instant, c'est pas trop compliqué parce que j'ai pas mal de sollicitations. Ça, c'est une chance. Je disais l'autre jour que dans mon métier, aujourd'hui, j'ai planté plein de graines. Il y a des graines qui ont donné des superbes plantes. Et ça, notamment, c'est-à-dire que j'ai eu un retour hyper optimiste et positif du monde professionnel, que ce soit Silver Echo ou pas. Enfin, parce que enfin, je pense avoir visé juste sur un besoin. Et en fait, les gens, je ne suis pas le seul à l'avoir vu, ce besoin. Peut-être que la solution que je propose, elle fait dire aux gens, tiens, ça, c'est pas bête, que la manière dont je la présente peut-être aussi intéresse. Et du coup, j'ai eu beaucoup de retours. Donc après, il reste entre guillemets à faire le tri. Il y a des personnes qui sont prêtes aujourd'hui à relever le challenge avec moi parce qu'aujourd'hui, il faut encore se remonter les manches pour aller évangéliser, même encore co-construire. Moi, très clairement, je suis encore dans une phase où je peaufine encore le métier, le modèle. Et puis, il y a des personnes qui sont très enthousiastes et qui rejoindront l'aventure dans 2 ans quand on aura un peu plus solidifié et construit tout ça. Mais bon, voilà, je vois pour l'instant, c'est pas trop un sujet, ça. D'accord. Si on parle rémunération, si on parle chiffre d'affaires, de revenus, combien ça coûte aux familles? La partie conseil et organisation, qui est le premier service dont on a parlé, il coûte en moyenne, puisque c'est sur devis, hein, donc, et les devis que pour l'instant j'ai facturés de manière très transparente, c'est entre 500 et 900 euros. Et donc c'est ce que ça coûte aux familles, sachant que notre métier est un service à la personne et qui donne droit à 50% de crédit d'impôt. D'accord. Donc finalement, en reste à charge, c'est la moitié, si on n'a pas dépassé les plafonds. D'accord. Donc ça, c'est la première étape, l'organisation. Et ensuite, Ouais. après, j'imagine que si tu accompagnes sur le plus long terme, il y a aussi une prestation sur la durée. C'est ça. Je précise juste sur la première prestation que c'est pas impossible que demain je fasse une proposition à au-dessus de 1 000 euros en fonction des besoins, que les gens ne soient pas surpris. Mais clairement, on est sur une estimation du temps passé par rapport aux besoins de la personne. Et Oui, du de temps, on en toute passe façon, vraiment beaucoup. de toute façon, c'est du sur-mesure par rapport aux besoins, à la situation de la personne, Oui, donc oui, aux envies de la personne. Donc, exactement. on comprendra qu'effectivement, ça peut évoluer. Exactement. Et ensuite, sur la partie coordination, on a 3 services de coordination qui vont de 119 euros par mois à 499 euros par mois. Eux-mêmes éligibles au crédit d'impôt, donc on peut diviser ces tarifs par 2 pour avoir le reste à charge. D'accord. Dans les prochains mois, prochaines années, les étapes de développement de ton entreprise, c'est quoi?
C'est continuer à faire de Aix le laboratoire florissant qu'il est aujourd'hui. Donc Aix, c'est Aix-en-Provence, hein, là où on opère aujourd'hui, et la région jusqu'à Marseille. J'ai fait un premier recrutement il y a 2 mois. L'idée, c'est de pouvoir faire grossir ici tranquillement et sereinement, et puis de déployer sur d'autres villes, parce qu'il y a des enjeux assez intéressants dans le déploiement. D'une, parce que le métier il est utile, j'en suis persuadé, donc ça pourra servir à d'autres personnes dans d'autres villes, que ça ouvre des champs des possibles à certains métiers, notamment, je parlais des infirmières, mais aujourd'hui, quand on n'a pas envie d'être à l'hôpital, parce que voilà, et qu'on ne veut pas forcément se mettre en libéral parce qu'il y a des contraintes d'horaire, de temps, etc., ça peut être une ouverture sur un métier qui est aussi dans le soin, dans l'accompagnement, dans l'humain, et dont les infirmiers sont tout à fait capables, à condition de se former un petit peu. Donc moi, l'idée c'est de proposer une formation, une académie autonomie planeur, pour justement former les gens sur ce qui leur manque, et s'ils viennent du milieu social, les accompagner sur le reste. Et puis, donc après, déployer ce métier. Alors, soit en métier, j'allais dire, libéral, c'est-à-dire quelqu'un pourra dans son coin développer son portefeuille de clients qui l'accompagnent, ou alors en agence, et dans tous les cas, accompagné par des outils qu'on aura construits nous et qu'on aura construits aussi avec notre nouveau partenaire qui est Blulinea, et qui nous permet, grâce à leur plateforme, à leurs services et aux personnes qui travaillent là-bas, qui sont vraiment top, de proposer un relais aux autonomy planners. Donc, c'est un métier d'autonomy planner relais qui, lui, se fait à distance. Pour moi, l'autonomy planner, c'est indiscutablement un métier qui doit être sur le terrain. On l'a dit déjà tout à l'heure, mais et donc, ce sera un métier qui, quand il se déploiera au niveau national, sera du multilocal. Par contre, il pourrait être accompagné, notamment par le partenariat qu'on construit avec Blulinea, par des autonomy planners relais qui pourront prendre le relais, justement, le week-end, un dimanche à 9 h, pour répondre à des questions que pourront avoir les clients qui sont accompagnés sur notamment l'organisation de leur vie. D'accord. Dans 5 ans, autonomie planner, c'est quoi? Je vois comment? C'est un métier que tout le monde connaît, dont tout le monde reconnaît l'utilité, et dont tout le monde dont tout le monde veut se payer le service, parce que c'est top pour une famille. Voilà, papa commence à perdre un petit peu la tête, entre guillemets, maman vient de décéder, papa se retrouve tout seul. C'est des situations qui sont très perturbantes pour des familles. Et aujourd'hui, les frères et sœurs, qui ne sont pas toujours proches, évidemment, ne savent pas comment le gérer. Souvent, la réponse aujourd'hui, c'est il faut trouver une maison de retraite. Moi, je me bats un peu contre ça. Attention, je ne me bats pas contre les maisons de retraite qui font un job super et incontournable, mais contre le fait qu'on y pense systématiquement. Moi, je préfère qu'on pense à l'autonomie planner dans 5 ans et qu'on dise fais appel à un autonomie planner, il va gérer, il va s'occuper de te présenter, de te conseiller, d'organiser, et tu n'auras qu'à être proche de ton père, mais au niveau de ce que tu es toi en tant que fils, c'est-à-dire au niveau des sentiments. Et je souhaite vraiment que ce métier soit aussi, d'un point de vue des pouvoirs publics ou des institutionnels, des mutuelles, etc., inclus, compris, et c'est d'ailleurs un peu le cas aujourd'hui, mais d'être pris en charge, clairement, c'est-à-dire soit par la Sécu, soit par la PAS, soit par les caisses de retraite, les mutuelles, qui disent mais ce métier-là pour nos bénéficiaires, c'est incontournable. Parce qu'il y a un enjeu de prévention aussi. Quand on met au bon moment les bons services à domicile, c'est une prévention incroyable. Et puis quelqu'un qui est là pour le suivre, qui veille en plus de ce que peut faire bien sûr les personnes qui interviennent à domicile, mais qui veille au bien-être de la personne, à sa santé, à son évolution sereine, c'est incontournable. Et donc, voilà, c'est être financièrement aussi accompagné par des structures qui auront la même confiance dans le métier et qui accompagneront ce déploiement. D'accord. Enfin, un mot de conclusion. Un mot de conclusion, je suis ravi moi de travailler pour une cause qui est aussi noble et top que celle des personnes âgées. Il y a des énormes enjeux que moi j'ai compris il y a 10 ans. Hein. J'étais encore petit il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ces rêves que j'avais, j'ai envie de les poursuivre à fond. Et je suis content vraiment de trouver sur ma route des personnes qui ont envie de faire la même chose. Et on baigne, toi, moi et les personnes qui nous entourent, dans la Silver Eco et dans tout ce qui est les ramifications autour, dans un milieu qui est top. Et quand on partage des valeurs, et franchement, beaucoup partagent de belles valeurs, on fera des belles choses. Et heureusement, parce que les enjeux sont énormes. Merci Victor. Victor Perazzi, je rappelle que tu es le fondateur des Autonomy Planners. Merci beaucoup.
Merci à toi, Frédéric. À bientôt.